Vous écoutez le quiz, issu de l'épisode S907 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 24 octobre 2024. Romuald, le principe du quiz est très simple. On a reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram. On en a sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. As-tu bien compris la consigne ? 30 secondes par question. 30 secondes par question. D'accord. Oui, on reste humain quand même, hein. Alors on y va. Première question qui nous vient de Monsieur Sanders. Très précise question. Il existe des adaptateurs pour monter des optiques en monture Sony E sur des hybrides Nikon Z. Est-ce que ces adaptateurs prennent en charge toutes les fonctions optiques d'un zoom et performance boîtier, notamment niveau rapidité AF et suivi du sujet ? Par exemple, avec un 200-600 mm Sony monté sur un Nikon ZF. C'est qu'une adaptation. Voilà, donc la bague, elle a le mérite d'exister, elle permet d'assurer une certaine forme de compatibilité, mais on ne pourra pas en attendre les performances optimales. N'oublions pas qu'un système hybride, c'est une optique et un boîtier conçus ensemble, finalement. Alors sur ce type de sujet, moi je tiens à rappeler, parce que c'est quelque chose qui n'est pas hyper connu, c'est que Sigma propose des programmes de changement de monture sur ces objectifs. Donc si vous êtes équipé par exemple en monture L chez Sigma et que vous avez envie de changer de crèmerie et de basculer chez Sony, vous pouvez renvoyer toutes vos optiques à Sigma qui se fera un malin plaisir de modifier la monture moyennant quelques euros sonnants et trébuchants. C'est pas quelques euros. Possible. Réfléchissez bien avant de le faire. Combien ça coûte ? Parce que Moi, je j'ai m'étais aucune idée de renseigné. combien ça coûte, ça. La facture est quand même très salée. La facture est très salée parce que ça demande, Foucault confirmera si je dis une Il bêtise. faudrait renvoyer au Japon. Ouais, il faut renvoyer les optiques au Japon. Okay. Donc, c'est un petit peu coûteux. Mais là aussi, hein, ça a le mérite d'exister. Ouais. Et dans le cadre d'un remplacement complet de parc, il faut se poser la question de savoir si ça vaut le coup. N'oublions pas que la photo, c'est des produits électroniques qui ont une vraie valeur marchande avec un marché de l'occasion qui est extrêmement dynamique. Certaines fois, ça coûtera moins cher de remplacer les optiques, de les revendre d'occasion et de se rééquiper à neuf, histoire de repartir aussi avec une garantie totale. Parole de revendeur, évidemment. Deuxième question qui nous vient d'un dénommé Thierry. Selon toi, quelle place prennent les corrections d'images logicielles ? Aberration optique, optimisation du piqué des boîtiers dans la sensation de qualité optique d'une image. Alors, c'est une place très importante qui est prise par toutes ces corrections. Il suffit de faire un RAW et un JPEG. Les écarts sont tellement flagrants sur certaines optiques qu'on peut même être déçu sur un premier jet RAW de certaines focales. Et certaines marques usent un peu plus que d'autres, mais tous embrayent dessus très fortement. On peut très bien le voir avec des focales grand angle. Si on utilise un 14 mm, parfois, on va peut-être se rendre compte en JPEG qu'on a en réalité un 16 mm ou un 15 en fait, et que la correction est telle qu'on n'a pas la bonne focale en fait. Et même que certaines de ces corrections, on ne peut pas s'en affranchir même en travaillant en RAW. C'est-à-dire qu'il y a deux niveaux de correction. Certaines, on peut les désactiver tout bêtement dans le boîtier, mais certaines corrections logicielles sont quand même appliquées même directement sur les fichiers RAW. Il y a un cas d'école avec le 1435 RF Canon, hein, qui est un 1235. Je ne savais pas. Le modèle RF F4. Troisième question qui nous vient d'une dénommée Morgane. J'ai un Canon EOS R et je pars bientôt pour un long et beau voyage en Amérique du Sud. Je veux partir avec un seul objectif. Qu'est-ce que vous me conseillez ? Eh bien, pour le Canon R, le Canon RF 24-240. C'est la seule proposition à ce jour pour le Canon R, mais elle est qualitative et c'est l'objectif de l'île déserte. L'ouverture de la monture R de Canon n'est pas encore effective sur le plein format. C'est que la PSC. Non, c'est que la PSC. Tu penses que ça va arriver bientôt ? Comment tu sens les choses ? Il faudra évidemment qu'on y arrive. Sigma, Tamron
Et les autres marques ne vont pas avoir envie de laisser le chemin vide. Et puis, c'est important qu'il y ait une concurrence, ça crée de l'émulation, ça donne envie d'aller un petit peu plus loin. 4e question, qui nous vient d'une dénommée Marie. Est-ce que l'on tend, dans un futur plus ou moins lointain, à une seule optique parfaite sur un boîtier et une IA générative pour simuler les différentes focales et ouvertures possibles en post-production? Non, je ne pense pas, parce que dans la question, on oublie quelque chose d'essentiel, qui est le plaisir de faire de la photographie. Quand on utilise un zoom, quand on utilise une focale fixe, on se balade, on bouge, on se déplace, on va créer quelque chose de soi-même. Allons au bout de la réflexion. Dans ce cas-là, c'est l'appareil photo qui prend le billet d'avion et qui se barre tout seul en vacances. Je n'ai rien à ajouter. Pour terminer, Romuald, une question de mes soins, une question qui tue. À choisir jusqu'à la fin de ta vie, 24-70 mm f2.8 constant ou 24-105 f4 constant? 24-70 de 8 constant. Argumente. Juste l'envie. Juste l'envie, et puis j'en ai toujours eu une. Voilà, donc je suis un peu arc-bouté sur mes acquis. Qu'est-ce que tu peux faire avec un 24-70 f2.8 que tu peux pas faire avec un 24-105 f4? Qu'est-ce que je peux faire avec? Juste avoir le plaisir de travailler à 2.8, de voir un peu plus de lumière, voilà. Et même si on l'utilise pas tout le temps. Ça marche, merci Romuald.